envelopper les plus bons Avant Pussy. on souhaitait comme ça c'est par Madame la directrice de l'école de la santé. Merci à vous deux d'avoir accueilli avec autant d'enthousiasme la création de Sorbonne Arbitrage et d'avoir fourni, je dois le dire, un avis total. Et je dirais qu'il est beau d'être dans une université avec des dirigeants aussi éclairés. Merci à vos équipes qui ont permis que la réunion de ce soir puisse se tenir, ce qui n'était pas simple. La résistance de certains à l'innovation est assez forte. Il y a ceux qui ne veulent pas faire et qui veulent surtout que d'autres ne fassent pas. Et je pense, pour le remercier, à Farah Damebi, le directeur de l'école de droit, le directeur adjoint de l'école de droit, qui a été d'un soutien précis et qui est donc aussi désormais dans Sorbonne. Je pense au service de communication de l'université, aux autorités de Franck Paquier, le directeur, et à Guénaël Cuny, qui fut lui aussi un soutien sans faille pour l'organisation de cette manifestation. Je pense à nos étudiants, aux anciens étudiants, qui, sous l'égide d'Adam Malek, qui est là, nous ont apporté l'aide dont nous avions besoin et qui sont en charge, au moment où je parle, du live tweet, pour que l'on puisse se suivre à distance par tweet. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que nous avons, outre la foule présente ce soir, il y a une retransmission en direct qui a lieu sur un lien Zoom qui a été envoyé aujourd'hui et qui n'a pas été entravé. Je voudrais également remercier les partenaires de cette cérémonie et de Sorbonne Arbitrage. D'abord, les deux principaux centres d'arbitrage français, le centre de médiation et d'arbitrage de Paris, qui est ici, et l'association française d'arbitrage, qui est également représentée. Leurs deux responsables, ils prendront la parole dans un instant, et vous verrez que par une forme d'ironie d'histoire, bien qu'ils soient des centres rivaux, ils sont homonymes. Marc-Henri et Sophie Henriet ne sont ni époux, ni frères et sœurs, c'est l'auteur de l'histoire. Je remercie le état de sécurité de la Sorbonne Arbitrage, même si c'était une évidence, et je remercie de s'être associés ensemble, ce qui était peut-être un petit peu moins évident au départ. Notre troisième partenaire est connu de tous les juristes, évidemment, ce sont les éditions LexisNexis. Je salue le directeur général adjoint Guillaume Derouet qui est par là. C'est grâce à lui que les deux auteurs que nous célébrons ce soir verront leur ouvrage pouvant être acheté immédiatement à la fin de la table qui sont là-bas, ce qui serait immédiatement transporté par la présentation de l'ouvrage et qui ne pourrait pas résister davantage, patienter encore pour ceux qui ne l'ont pas déjà à la lecture de ce livre. Et d'ailleurs, la semaine juridique, n'hésitez pas, LexisNexis accueillera un compte rendu de notre événement dans quelques jours. Je salue la présence d'Hélène Béranger, la rédactrice en chef. Un autre compte rendu sera publié dans la Gazette des Palais, sous la plume de Pauline de qui est là également. Et enfin, un dernier compte rendu sera publié dans le Paris Journal of International Fashion, sous la plume de Cavalia Metieva, qui était la fiche féminine de l'équipe de Sorbonne Arbitrage, mais qui a eu la mauvaise idée de réussir l'agrégation de droit. C'est le professeur Metieva désormais, et donc il porte la condition première qui consiste d'être titulaire à l'université Paris. Enfin, je remercie la technique, comme on dit, qui permet donc de diffuser cet événement en direct sur les réseaux et de conserver un enregistrement pour que, pour l'histoire, en quelque sorte, dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, on se demandera, mais au fond, comment tout cela a-t-il commencé? Eh bien oui, justement, c'est la question, comment tout cela a-t-il commencé? Et je dirais, ça a commencé par la somme de deux observations. La première observation, ça a été rappelé, c'est une observation évidente, était que par le jeu des recrutements, du concours de circonstances, par les évolutions de carrière, notre université réunissait un nombre impressionnant d'enseignants titulaires qui écrivent régulièrement en droit d'arbitrage, ou qui s'y intéressent, ou qui le pratiquent, de manière à, au fond, constituer une force sans équivalent dans le paysage universitaire français, donc européen, donc
mondiale. Le dynamisme de chacun des membres est d'ailleurs parfaitement reconnu. Certains sont là ce soir, mais je vais citer l'ensemble des membres de Sorbonne Arbitrage par ordre alphabétique. D'abord, donc, celui qui a déjà été cité 2 fois, Farhad Alévi, qui est aussi donc directeur adjoint de l'école de droit de la Sorbonne. Hervé Asensio, qui est un professeur de droit public, et qui montre aussi que l'arbitrage est aussi une affaire de publiciste parfois, et notamment en matière internationale. Le professeur Mathias Solit, qui vient apporter sa compétence en matière d'arbitrage d'investissement. Le professeur Laurent Ménès, qui était là au premier rang, j'allais dire la référence de tout, au fond. Laurent, merci mon cher Laurent d'être là. Le professeur Sylvain Gollet, qui n'est pas là, mais qui dirige le master de droit d'arbitrage et de droit du commerce international. Le professeur Laïcadier est effectivement retenu, mon maître Laïcadier, et pas pour le concours d'agrégation, puisque les résultats ont été donnés il y a plusieurs mois, ce qui permet à Camarien Metzopa d'être là, présent au titre comme professeur de droit. Le professeur Philippe Delbecq, mon ami, Philippe Delbecq, qui est non seulement professeur dans cette université, mais qui est aussi président de la Chambre arbitrale maritime de Paris, et qui a donc une expertise sans équivalent dans ce domaine. Également Lilian Laribert, qui doit être par là, qui est un jeune maître de conférence qui a soutenu sa thèse l'année dernière, sous la direction de Sylvain Gollet, sur la réglementation de la Convention d'arbitrage internationale, études critiques et comparatives en droit français et américain. Il y a plus jeune parmi nous, le professeur Rémi Chamer, le président du droit privé ici dans cette université, qui connaît également très bien le droit d'arbitrage, qui est également un ami que je tiens beaucoup, le professeur Daniel Nagui, dont on parlera évidemment à plusieurs reprises tout à l'heure, le professeur Pierre Maillère, l'illustre, qui est assis là, et j'allais dire Pierre Maillère qui sait tout, qui est omniscient comme Laurent Ménès, mais qui a formé beaucoup d'entre nous. Donc, avant de prendre une décision importante, on va faire toujours à Pierre Maillère. Et mon collègue et ami Philippe Steffelmunk, qui devrait arriver, mon camarade de concours, qui est avec une amitié qui nous lie depuis des années. Alors, peut-on rêver plus belle équipe? Certainement pas. Et quand on se compare aux autres universités, la réponse est non. Nous avons la plus belle concentration de spécialistes et en même temps, cette équipe a vocation à continuer à accueillir tous les collègues qui le souhaiteraient. La réputation de chacun n'est plus à faire et pour autant, le lien avec l'université Paris Panthéon-Sorbonne n'est pas toujours fait, alors que le nom de notre université, lui, il est naturellement mondialement connu. Il semblait donc possible de regrouper les actions de chacun, aujourd'hui disséminées, et de les réunir dans un collectif commun qui, outre qu'il offre une plus grande visibilité à chacun, permet de favoriser les synergies, permet de dresser des ponts entre toutes nos actions. Et je voudrais remercier tous les membres de Sorbonne Arbitrage, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, d'avoir accueilli avec autant d'enthousiasme cette initiative. Ça me permet d'ailleurs de souligner que si c'est moi qui prends la parole ce soir, Sorbonne Arbitrage est conçu sans organigramme. C'est une fédération où tout le monde dirige, qui a le même niveau de responsabilité. D'autres événements auront lieu, évidemment, qui seront impulsés par d'autres mondes de Sorbonne Arbitrage. De manière polémique, je dirais, si j'osais, que Sorbonne Arbitrage est une sorte de démocratie participative. Donc, ça, c'était ma première observation. Ma seconde observation, à l'origine de la création de Sorbonne Arbitrage, est que nous souffrons à l'université parfois de cadres trop contraignants qui finissent par brider les énergies et les initiatives. Et il me semble qu'un objet comme celui-ci doit être agile, adaptable, créatif, et qu'il fallait donc inventer une structure qui s'évade des formats classiques, tout en respectant évidemment les règles et les processus de l'université, parce que les formats classiques sont assez nouveaux. Et les gens qui ne les ont pas éprouvés ne le savent pas toujours. Si par exemple on crée un nouveau diplôme, il faut en passer par des organes nationaux d'évaluation des diplômes, ce qui est d'ailleurs parfaitement normal. Si on veut créer une nouvelle équipe de recherche,
ça obéit à des règles complexes dans les différents laboratoires et des règles qui sont parfois un peu tatillonnes. Si on veut créer de nouveaux partenariats, il faut en passer par les organes centraux de l'université où les logiques qui s'affrontent obéissent à des règles qui sont parfois imprévisibles. La conclusion de cette seconde observation est que, tout en respectant, ça a été dit à l'instant par la directrice de l'école de droit de la Sorbonne, et comment pourrait-il en être autrement dans l'école de droit de la Sorbonne, en respectant donc les règles et les procédures universitaires, il fallait créer quelque chose qui ne soit pas soumis à ce type de contraintes, et en quelque sorte, il fallait créer une structure dont l'essence même était qu'elle ne représenterait rien, qu'elle ne s'appuierait sur aucune formule existante. Rien, c'est-à-dire aucun cadre, aucune contrainte, un espace de liberté, en quelque sorte, même si ça fait peur à certains manifestants. Mais c'est vrai que rien, ça veut dire tout. Et qu'un des objets, une des marques de Sorbonne Arbitrage est de laisser l'imagination se débrider, que de laisser l'inventivité être récompensée. Bref, les projets seront accompagnés. Donc oui, la directrice de l'école de droit de la Sorbonne l'a dit, Sorbonne Arbitrage est un objet universitaire non identifié. Et au fond, le qualificatif le plus adapté est celui de label. Le label, c'est quoi? C'est une sorte d'identité commune au service de l'arbitrage. Bref, une marque. Une marque qui a vocation à rassembler et à couvrir les activités relatives à l'arbitrage qui se déploient dans cette université, mais aussi au-delà de cette université. Un label qui est fédératif, transversal, sans tripette. Et, par exemple, l'Université Paris 1 délivre déjà de nombreux diplômes qui contiennent des enseignements de droit de l'arbitrage, plus ou moins importants, et qui méritent d'être mieux identifiés. Sorbonne Arbitrage les recenser. L'Université Paris 1 voit également nombre de ses enseignants publier des ouvrages, des articles, participer à des conférences, à des colloques, publier des commentaires, sans qu'il soit toujours possible de les rattacher à notre université, ni même parfois de les repérer. Sorbonne Arbitrage les diffusera et utilisera pour cela ses canaux de communication, son nouveau compte Twitter, qui n'a pas encore beaucoup d'inscrits malheureusement, mais aussi son compte LinkedIn qui, 17h30 aujourd'hui, comptait déjà plus de 400 inscrits alors qu'il n'a été créé que vendredi, ce qui montre qu'il y a quand même une appétence. Enfin, l'Université Paris 1 est présente dans de nombreux congrès, colloques, conférences, symposiums qui concernent le droit de l'arbitrage, Sorbonne Arbitrage les accompagnera. Sorbonne Arbitrage pourra bien sûr organiser des congrès, des conférences, des colloques, des rencontres, des séminaires, des retours d'expérience, de grands arbitres, par exemple, des dossiers non confidentiels, pourra préparer des concours, pourra organiser des concours, pourra publier des newsletters, pourra organiser des webinars, toute idée originale en rapport avec l'arbitrage et en lien, bien sûr, avec notre centre de recherche, l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, dirigé par le professeur Anne-Marie Leroy. Mais il faut aussi savoir inventer de nouveaux formats, comme par exemple un format qui s'appellerait « Un jour, un arrêt », où seront proposées une présentation d'un arrêt attendu le jour même où il a été rendu, en fin de journée, par webinaire, vers 18h, l'arrêt étant rendu à 13h, avec une discussion à la fois scientifique, peut-être avec les avocats du dossier, s'ils le souhaitent, pour commenter immédiatement, ou pour discuter, ou pour débattre, ou pour créer de la controverse relative à une décision importante et attendue. Ou encore, comme ce rendez-vous des lecteurs de l'arbitrage, autre format inédit, pour lequel les auteurs d'un livre, ou un docteur qui vient de soutenir une thèse, ou un article important, viennent exposer et soumettre au débat pour susciter, là encore, de la réaction, de la discussion, voire de la controverse. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas du tout de limiter aux auteurs de Paris 1, aux titulaires de Paris 1. Au contraire, il faut s'ouvrir à tous, créer une sorte de plateforme de diffusion, de hub, de discussion du savoir. Tout le monde a vocation à y participer.
c'est une approche ouverte, œcuménique, qui est proposée, qui est mise à disposition. Il ne s'agit pas en effet de se réfugier dans notre tour d'ivoire, fût-elle la tour de la Sorbonne, rue Saint-Jacques, qui culmine à 90 mètres de haut, l'observatoire de la Sorbonne. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'être au contraire de plein pied dans la cité, au contact des professionnels, au contact des magistrats, au contact des avocats, au contact des chercheurs. Sorbonne Arbitrage pourra aussi nouer des partenariats avec des institutions extérieures, pourra par exemple se rapprocher du CNV pour délivrer la certification arbitrage à ceux qui le souhaiteraient, pour valider des actes types, pour contribuer scientifiquement à des colloques, pour discuter avec des pouvoirs publics qui sont en train de rédiger un texte de loi ou de décret, pour dialoguer avec les juges, pour échanger avec les institutions ou les collègues étrangers. Enfin, une chose à laquelle je tiens particulièrement. Sorbonne Arbitrage veut participer à la bataille du savoir en matière d'arbitrage et aider à contribuer à faire rayonner la ville de Paris, qui a longtemps été le leader incontestable en matière de réflexion et d'analyse en droit d'arbitrage interne et international, avec des grands noms comme Bertrand Goldman, comme Philippe Fouchard, et qui a un peu délaissé ce terrain, souvent pour des raisons complexes et contingentes. Et les villes concurrentes se sont emparées de cet animus, de cet écosystème si particulier que nous formions à Paris, ces liens entre les avocats, entre les universitaires, entre les magistrats, qui faisaient de Paris une place à notre pareil. J'évoquerai à ce sujet ce que me disait il y a quelque temps un avocat très connu du monde de l'arbitrage, qui est aussi un ami, Eduardo Silva Romero, un grand avocat et un grand arbitre, colombien d'origine, docteur en droit d'une université française, et qui, lorsqu'il était lycéen et même jeune étudiant en Colombie, rêvait de venir étudier en France pour y étudier, pour y apprendre l'arbitrage. C'était son but dans la vie, et il est arrivé, et avec quel succès. Sa pensée française en matière d'arbitrage était une sorte d'idéal. Mais aujourd'hui, alors même qu'il est ici, ou je crois qu'il est à distance, il pense que ses enfants feraient peut-être mieux de partir à Londres, alors qu'il est à Paris. Car nous avons, nous les universitaires, un peu abandonné la place. Je trouve cette histoire tout à fait significative de l'évolution récente. Il nous revient donc de réaffirmer intellectuellement la place de Paris, et la disparition récente et tragique du professeur Emmanuel Gaillard, avec l'influence qu'il exerçait, nous confère cette responsabilité de plus fort. C'est à nous de le faire, c'est notre responsabilité, et c'est aussi une des missions de Sorbonne Arbitrage. Pour terminer, nous allons déroger à une règle qui existe de manière immanente dans le monde de l'arbitrage, c'est celle du cocktail. Le monde de l'arbitrage ne termine pas à la moindre rencontre sans un cocktail, souvent agréable, et ça fait partie, de manière innée, quasi ontologique, des colloques et des rencontres en matière d'arbitrage. Malheureusement, et je vous prie de bien vouloir vous en excuser, ce ne sera pas le cas ce soir, non par souci d'originalité stupide, ni par radinerie, mais parce qu'en réalité, nous sommes soumis à une circulaire de la Direction générale de l'enseignement supérieur, il fallait bien ça pour nous empêcher de tenir un cocktail, qui interdit les cocktails dans les établissements d'enseignement supérieur jusqu'à après-demain. Donc, il nous manque 2 jours. Et j'ai bien essayé de dire que bon, on pouvait anticiper parce que justement nous étions pionniers, qu'il fallait savoir aller de l'avant, mais la Direction générale de l'enseignement supérieur que j'ai consultée m'a rappelé que cette salle se situe à 50 mètres du bureau du recteur d'académie, qui est celui qui précisément est chargé de faire appliquer la loi dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, nous n'avions pas le choix que de ne pas respecter cette directive. Et je terminerai de manière plus personnelle en évoquant
un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines, tout près, Panthéon, la panthéonisation de Joséphine Baker, qui disait, rappelez-vous, tout le monde connaît cette phrase, qu'elle avait deux amours. Eh bien, moi aussi, j'ai deux amours, qui sont aussi Christine et Agnès, ou Henri et Henri, mais plus directement, qui sont l'université et l'arbitrage. Les voici donc réunis dans cette aventure unique de Sorbonne Arbitrage, et ça me réjouit. Alors certes, deux amours, c'est peut-être trop, c'est pas recommandé. Il y en a toujours un qui ne devrait pas être là, mais s'il y a un jour où une telle polygamie est permise, c'est bien le jour de la Saint-Valentin. Je vous remercie.